Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce tout numéro de Café Débat, vous le savez. L'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Le sujet principal de ce numéro, c'est bien sûr l'actualité politique. Et celle-là, elle reste évidemment marquée par cette menace de manifestation du FNDC, donc la Guinée en quelque sorte, qui vit une sorte d'impasse politique et sociale. Le FNDC donc qui annonce une grande manifestation ici à Conakry, à l'intérieur du pays, dès le lundi 14 octobre 2019. Et du berger à la bergère, la réponse du ministère de l'administration du territoire qui dit ne vouloir laisser aucun périmètre du territoire à ce qu'il appelle l'anarchie. Les couleurs étant données, est-ce qu'on peut dire que c'est le rapport de force qui s'annonce? Pour quel aboutissement? C'est la question principale qui se pose. Pour répondre donc à nos questions, je donne donc la parole à M. Cellou Dalein Diallo. Il est le chef de file de l'opposition guinéenne et président de l'UFDG qui nous reçoit d'ailleurs ici dans ses locaux. Monsieur le Président, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci. Merci surtout de la disponibilité. D'abord, première question, le monde syndical qui a perdu un grand combattant, ce n'est pas passé inaperçu, il s'agit de M. Mamadou Massaré. Si vous avez connu l'homme, qu'est-ce que vous retenez de lui? Je l'ai connu effectivement comme un combattant pour la défense des droits et des intérêts des travailleurs. Je suis profondément peiné, attristé de voir la Guinée perdre un combattant aussi déterminé, aussi engagé dans le secteur qui était le sien au niveau du syndicat. Donc je saisis cette opportunité pour présenter mes condoléances à l'ensemble du monde syndical, à sa famille et à tout le peuple de Guinée. Voilà, Mamadou Massaré donc, qui sera sans doute enterré aujourd'hui, dont le symposium a eu lieu. Bref, pour passer à l'actualité, là aussi il faut parler de l'actu la plus récente, mais qui est en rapport avec justement les manifestations projetées par les FNDC. Hier, le Premier ministre Kassory Fofana est passé à la télé et donc a un peu conclu ses travaux de consultation. Du coup, qu'est-ce que vous avez retenu de cette haute sortie de Kassory, étant donné qu'il a renvoyé tout le monde sur le site du gouvernement pour voir les conclusions de ces consultations? Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller au moins jeter un coup d'œil sur ces rapports? Oui, je n'ai pas encore accédé à ce site pour savoir quelles ont été les conclusions du Premier ministre à l'issue de ce qu'il a appelé, ce qu'on a appelé ici ces consultations avec les institutions, les acteurs politiques et sociaux et les forces vives en quelque sorte. J'ai écouté par contre son discours du début à la fin et je suis resté sur ma faim. Donc vous n'avez rien retenu d'essentiel dans ce discours d'hier? Oui, j'attends de voir le rapport qui a été dressé à l'issue de ces consultations et après je pourrai donner mon point de vue. J'ai vu quand même dans l'annonce qu'il y avait eu beaucoup d'enthousiasme et les gens se sont exprimés librement et qu'il a fait rapport au président de la République des positions prises par les uns et les autres sans rien déformer. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu regarder encore ce rapport, je ne m'attarderai pas à le faire et après j'exprimerai mon point de vue. Peut-être qu'on va se prononcer là-dessus tout à l'heure de bout en bout de cette émission puisque les tendances sont déjà données, mais revenons donc à cette manifestation projetée par le FNDC dont l'UFDG est donc partie intégrante. Déjà l'État, le gouvernement, ceux qui ne veulent pas de cette manifestation pointe la forme qui a caractérisé l'annonce des manifestations. Pour eux, ce n'est pas une simple manifestation, mais c'est un appel à l'insurrection. On a vu donc Bourema Condé vous prendre un peu au mot en revenant textuellement sur la manière dont le discours d'annonce de la manif a été lu. Fermer les entreprises, fermer les stations, garer les véhicules, les motos, ainsi de suite. Est-ce que vous prenez l'annonce comme telle? Est-ce que vous pensez que vous avez péché dans la forme qui a caractérisé l'annonce de la manifestation? Bon, il faut noter déjà que le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Administration du Territoire ont tous les deux menacé les manifestants. Donc, M. Alpha Condé, auparavant, avait demandé à ses partisans de se préparer à l'affrontement. Il était responsable de la part du FNDC d'inviter les gens qui ne font pas partie prenante de cette manifestation de rester chez eux pour éviter d'être vraiment entre
ses partisans et du troisième mandat, à qui M. Alpha Condé a lancé un appel pour qu'ils se préparent à l'affrontement, et naturellement ceux qui veulent manifester contre le troisième mandat. C'était tout à fait responsable de demander aux entreprises, aux banques ou à ceux qui ne se sentent pas impliqués dans ce combat de rester chez eux pour éviter d'être les victimes de cet affrontement auquel Alpha Condé a appelé ses partisans. Ça veut dire que vous présagez déjà une sorte d'affrontement. Or, le but, ce n'est pas forcément cela, c'est de pouvoir manifester sereinement, sans heurts, sans violence. Oui. Maintenant, est-ce que c'était pas mieux de demander à cet État-là de créer les conditions les meilleures qui vous permettraient à tous sur l'étendue du territoire de manifester sans pour autant demander à d'autres de ne pas circuler, par exemple de ne pas sortir. J'ai l'impression que c'est à ces mots qu'ils veulent vous prendre pour peut-être prétendre empêcher déjà ces manifestations des FNDC, puisqu'ils parlent déjà d'appel à l'insurrection. D'aucuns parlent même de coup d'État. Mais revenons d'abord au contexte. Le contexte qui prévaut aujourd'hui. Lorsque j'entends M. Brahma Condé parler de troubles à l'ordre public, je pense qu'il est le principal responsable du trouble à l'ordre public. Il y a déjà trouble à l'ordre public, dès lors que les lois ne sont pas appliquées. Lui, qui devait superviser la mise en place des conseils de quartier, des conseils de région, c'est la loi qui le prescrit. Ce n'est pas une revendication de l'opposition ou de l'UFDG. Ils ont systématiquement refusé d'appliquer cette disposition de la loi. Et nous avons écrit à lui, en tant qu'opposition républicaine, pour lui demander, pour lui rappeler les termes de la loi et lui demander d'appliquer ça. Il a refusé. Nous avons saisi le Premier ministre par courrier pour lui rappeler aussi les termes de la loi et lui demander de prendre des dispositions pour qu'on mette en place les conseils de quartier et les conseils régionaux. Le Premier ministre a eu l'amabilité de nous répondre en disant que nous avons parfaitement raison et qu'il ne tarderait pas à prendre des dispositions pour que la loi soit respectée. 3 mois après, on n'a eu aucun signal. Nous lui avons écrit de nouveau. On n'a pas eu de réponse, on a saisi la Cour suprême. D'abord, c'est pour, je voudrais justifier un peu les manifestations de façon globale, après je viendrai pour le 14 février. Lorsqu'il y a les manifestations, on met dos à dos le pouvoir et l'opposition. Il y a des dégâts, il y a des morts, il y a la destruction des biens. Mais pourquoi on va dans la rue? Alors, il faut savoir, c'est lorsqu'on a épuisé tous les recours pour obtenir le respect de la loi. M. Alpha Condé a juré sur cette constitution de la respecter, de la faire respecter et de faire de même pour les autres lois de la République. Mais comme je dis, le pays fonctionne avec son agenda, non pas avec les lois. Combien de temps on a organisé des manifestations pour obtenir l'organisation à bonne date des élections? D'abord pour les dernières élections locales. C'est au forceps, vous le savez, parce que vous êtes, la presse est toujours avec nous, pour exiger que la loi soit respectée. Je dis l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président ou de ministre. C'est du domaine de la loi. Mais le problème en Guinée, on refuse de respecter la loi. La périodicité est définie par la loi, bien entendu. Oui, les mandats sont définis par la loi. On sait que dans 5 ans, les mandats finissent. Le gouvernement a tout le temps de préparer. Sauf qu'il n'est jamais prêt à une élection transparente. Bien. Pourquoi il a refusé d'installer les quartiers, les conseils de quartier, les conseils de ville? Parce qu'il se rend compte qu'il va partager la direction de ces quartiers avec l'opposition. Actuellement, 100% des chefs de quartier et de district sont nommés par lui. En ce qui concerne Conakry, vous êtes témoin. Tous les chefs de quartier ont été nommés par Risco, par Sorel, par les gouverneurs, et les chefs de quartier qui n'ont pas fait preuve du zèle dans l'organisation de la fraude en faveur du parti présidentiel sont systématiquement révoqués et on nomme des militants zélés du parti présidentiel chefs de quartier et ceux-ci deviennent des auxiliaires précieux du pouvoir dans l'organisation des fraudes à l'occasion des élections. Donc, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas se passer de ces auxiliaires-là. Puisque si on prend Conakry, on verra que l'UFDG prenait les 2 tiers, le contrôle des 2 tiers. Actuellement, ils préfèrent conserver les 100% et violer la loi, l'assumer avec arrogance. Parce que lorsqu'on écoute certains membres de la mouvance, on ne mettra pas en place ni les quartiers ni les régions.
Mais est-ce que dans un pays normal, un haut responsable du parti peut dire on refuse d'appliquer la loi sans aucun motif valable, sauf le motif de continuer de garder ces auxiliaires précieux qui contribuent naturellement à l'organisation des hold-up électoraux auxquels le pouvoir d'Alpha Condé nous a habitués. Donc le désordre provoqué par le non-respect de la loi, c'est ça le véritable trouble à l'ordre public. Il faut qu'ils sentent que vraiment Condé est le premier responsable. Bien sûr, il reçoit des instructions d'Alpha Condé, qui, bien que professeur de droit, il n'a jamais eu au cœur de respecter la loi, de respecter son serment, et donc il y a un désordre qui est créé et qui est source de troubles de l'ordre public. On a utilisé tous les recours administratifs, tous les recours légaux pour obtenir l'application de la loi. Je vous ai expliqué, même à la Cour suprême on s'est adressé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de suite. Donc, il faut que les gens comprennent la légitimité de notre lutte. La manifestation dans les rues et sur les places publiques est un droit constitutionnel. Lorsqu'on a épuisé tous les autres recours, parce qu'on a saisi la communauté internationale, on a demandé l'ouverture du dialogue au niveau du ministère de l'Administration, on n'a rien obtenu. On n'a rien obtenu. Ils sont emparés des communes qui les intéressent de manière flagrante devant vous, Matoto, Kindia, Dubrika, et puis ils ont installé les PA, interdit les manifestations, alors qu'ils n'ont pas le droit. Et justement, je parlais de cela, cette liberté de manifester, qui reste déjà, on va dire, interdite par le ministère de l'Administration du territoire. Vous allez donc l'ignorer, puisque la décision est encore en vigueur. Et l'autre question, c'est que si vous demandez cette grande manifestation, elle n'est pas seulement motivée par la question de changement de constitution, vous venez de rappeler d'autres faits. Le non-parachèvement du processus électoral passé. Donc ça veut dire que c'est des raisons plus que seulement la question de constitution qui vous amène dans la rue. Parce que pour l'instant, de l'autre côté, on est en train de dire, mais pourquoi ils veulent que tout s'arrête le lundi, étant donné que Alpha Condé, même s'il semblait avoir dit aux États-Unis, apprêtez-vous pour le référendum, mais ne s'est pas encore mis dans la posture d'un chef d'État pour solennellement dire qu'il veut que la Guinée aille vers le référendum. Donc pourquoi vous voulez que tout s'arrête lundi? Donc ça veut dire qu'il y a autre chose en plus du fait de la Constitution. Bien sûr, j'ai parlé de cet État. Comment pouvez-vous expliquer? On n'a pas fini les élections locales. On déclenche le processus des élections législatives. Bon, encore que si ces élections législatives s'organisaient dans le respect des bonnes pratiques et des lois de la République. Mais or, le chronogramme qui a été décliné par le président de la CENI sur injonction du président de la République, c'est un chronogramme qui est illégal, qui n'est pas réaliste. On va revenir sur ça. C'est un motif. Mais on a essayé de lier tout cela. Le fait de vouloir suspendre les élections locales avant leur achèvement, le fait de vouloir organiser en un délai de 100 jours, alors que tout le monde, Kébé l'avait dit, il faut 235 jours, tout ça procède d'un souci, c'est d'organiser une mascarade. Parce que je vous ai dit, les chefs de quartier, c'est des auxiliaires précieux de l'État. Et aujourd'hui, ils bénéficient de leur soutien. C'est 100% des chefs de quartier et de district sont nommés par le pouvoir. Ils sont des militants du RPG et vous connaissez les rôles qu'ils jouent. Aujourd'hui, le chronogramme tel qu'il est décliné, tel qu'il a été formulé, tout le monde sait que c'est impossible. Donc créer ce désordre-là, c'est ça aussi le trouble à l'ordre public. L'ordre public, c'est resté la loi. La loi a régi le fonctionnement des institutions et l'organisation des élections. Il faut respecter la loi. Ils ne veulent pas. Ils veulent créer un environnement, une pagaille, une sainte pagaille, pour pouvoir octroyer à la majorité présidentielle, la majorité nécessaire à l'adoption, si nécessaire, par la voie parlementaire de la nouvelle constitution. Donc tout ça c'est lié et c'est pourquoi on a dit on ne va pas continuer à non taire et accompagner ce processus de troisième mandat, parce que tout ça procède du même souci. C'est soit avoir la possibilité de faire passer la nouvelle constitution par la voie parlementaire lorsqu'ils seront distribuer les députés entre eux dans cette sainte pagaille qu'ils veulent organiser pour que, bien sûr, que la Constitution passe comme une lettre à la poste au niveau du Parlement. Donc, la déclaration du président à New York disant que lui, il faut que les Guinéens se préparent au référendum. Le processus électoral tel qu'il est actuellement décliné, tel qu'il est en train d'être réalisé, puisqu'on parlera du rapport d'audit tout à l'heure, et le refus d'installer les quartiers et les régions, tout ça concourt à
créer le désordre, à mettre en cause aussi, bien entendu, l'ordre public et la paix dans le pays. Et on a dit qu'on ne peut pas, il faut qu'on proteste. Il y a un droit qu'on n'a pas utilisé, c'est le droit de manifester, et ce droit est donné par la Constitution. Ibrahima Condé n'a pas le droit ni les pouvoirs de l'interdire. Et il le fait parce que nous sommes dans une dictature qui se définit par la négation du droit. Et donc, en restant encore un peu sur ces manifestations que vous projetez, on a l'impression que le rapport de force est inévitable. Vous avez dit avec vigueur la dernière fois dans la déclaration, vous irez à ces manifestations, et Bourama Condé qui contredit, on ne va pas laisser de la place à ceux qui veulent s'aimer de l'anarchie. Alors, qu'est-ce que vous ferez pour que, de toute façon, s'il y a débordement, qu'il y a violence, qu'on ne sente pas que c'est venu de vous qui avez organisé ces manifestations? Est-ce que c'est des manifs du genre aller d'un point A à un point B, ou est-ce que c'est des regroupements à un point donné, un espace public, pour scander les slogans que vous aurez ce jour, ou est-ce que c'est de bloquer la circulation? Quelle est la consigne, la stratégie de manifestation que vous avez donnée, pour ne pas toujours qu'on attache à vos démarches une velléité de s'aimer de l'insurrection, d'appeler à de l'insurrection? Oui, la manifestation demande aux citoyens de sortir, chacun où il est, de crier le slogan. Et on a donné des consignes. Pour nous, la vie humaine est sacrée. Les biens d'autrui sont sacrés. Il faut éviter à tout prix de s'attaquer à des personnes qui n'ont rien à faire. Maintenant, la police et la gendarmerie, elle est habituée à réprimer, à tuer. Alpha Condé leur garantissant l'impunité. Mais je pense que même les forces de défense et de sécurité ont fini par prendre conscience aujourd'hui de la nécessité pour la Guinée de se doter, de maintenir une institution, une constitution qui favorise l'alternance démocratique. Il ne faut pas que le pays ait besoin d'un putsch militaire ou de la mort du président pour pouvoir avoir une alternance démocratique, que la voie des urnes puisse sanctionner les présidents et que la constitution qui ne permet pas deux mandats puisse être respectée par tous les présidents, surtout ceux-là qui ont juré sur cette constitution de la respecter et de la faire respecter. Donc en ce qui concerne le contenu des manifestations, nous n'avons jamais été violents, on a toujours été victimes, et nous demandons de respecter naturellement, de respecter tous les citoyens, les riverains, les usagers, s'il y en a qui se sentent informés, qui ne se sentent pas concernés par la manifestation, que leur intégrité physique soit préservée, que leurs biens soient préservés. Déjà, nous apprenons qu'il y a des arrestations. Avant même le lundi, on apprend que certains jeunes des FNDC ont été arrêtés et qui doivent être quelque part à Matam dans un des commissariats parce qu'ils étaient en réunion technique de préparation. Est-ce que ça ne veut pas dire que ça commence déjà à la psychose? Vous savez, ça montre à quel point le pouvoir est déterminé à réprimer. Lorsque vous écoutez Kéra Bourama Condé, ça me rappelle la veille du 28 septembre 2009. C'est le même discours qu'on entendait. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont prêts à aller au-delà. Parce que je ne vois pas pourquoi ils veulent refuser que les citoyens exercent leurs droits. Pourquoi ils interdisent de manière, alors qu'ils n'en ont pas le droit, les manifestations dans les rues et sur les places publiques. Bien. Alors, ce que vous auriez voulu, c'est que le gouvernement crée les conditions d'accompagnement de ces manifestations pour que tout se passe dans les meilleures conditions, que les citoyens sortent pour crier leur ras-le-bol et rentrer tranquillement. Maintenant, ce que j'aurais préféré, avant les manifestations, qu'on n'ait pas besoin de manifester, qu'on respecte la loi, tout simplement, et qu'on ouvre la possibilité du dialogue. Vous comprenez? Et qu'on avait mis en place le comité de suivi pour s'occuper de toutes les questions électorales. Le comité ne fonctionne pas en ce moment? Non, il ne fonctionne pas. Depuis qu'ils ont décidé de s'emparer des communes qui les intéressent, Matoto, Kindia, après les élections locales, malgré l'accord de sortie de crise qu'on a signé ici, qu'on a négocié dans ce bureau, et que nous avons diffusé à l'issue de nos négociations, Bourama Condé en personne était là, Damaro était là, Tibou Kamara était là. On a renoncé aux 3/4 de nos revendications pour pouvoir sortir de la crise. On a signé un accord, mais après Alpha a dit qu'il ne faut pas respecter. Et non, cet accord n'a pas été respecté. Donc, l'idéal pour la Guinée, nous sommes tous des fils de ce pays. Qu'on se retrouve autour de la table si on a des divergences. Qu'on cherche à les appeler, au lieu d'aller dans la rue. Mais il faut qu'il y ait la bonne foi et que si un accord sort du dialogue politique, et qu'il soit appliqué par toutes les parties. Mais on n'a même pas besoin de dialogue politique. Il suffit que l'État respecte la loi et l'applique.
organise à bonne date les élections conformément aux dispositions légales. Alors, mais on n'aurait même pas besoin de dialogue et d'accord politique. Parce que nous sommes aussi conscients. M. Alpha Condé s'est emparé du pouvoir, on l'a accepté. Il est le président de la République. Il a un gouvernement, on négocie avec eux, mais jamais ils n'ont respecté les dispositions des accords politiques. Monsieur le Président, je rappelle que vous êtes le chef de file de l'opposition, vous avez longtemps travaillé dans les gouvernements passés, donc la chose étatique, vous la connaissez. Ils disent que le président Alpha Condé n'a pas encore pris la parole solennellement pour dire « j'ai décidé » d'amener la Guinée vers un référendum. De ce fait-là, qu'il n'y a pas d'objectivité dans le fait que vous vouliez anticiper de dire nous manifestons parce qu'il veut nous envoyer à un référendum. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Non, je ne suis pas d'accord dès lors que Alpha a dit à New York qu'il faut que les Guinéens se préparent pour le référendum. Mais au-delà de ça, certes, on écoute ces partisans qui défendent bec et ongles une nouvelle constitution. Mais demandons-leur calmement, qu'est-ce qu'ils reprochent à cette ancienne constitution qui fait que il n'y a pas de démocratie. Il revient tout de même à Alpha Condé d'en tirer les conséquences, comme Kassouri l'a dit hier, attendez, à travers une adresse à la nation. Si vous voulez, pourquoi on n'anticipe pas non seulement la déclaration faite, la campagne pour la promotion du troisième mandat continue de plus belle, mais également il y a un processus électoral qui ne ressemble à rien. On prépare une mascarade qui n'a pourquoi on ne respecte pas, pourquoi on ne veut pas respecter les délais légaux dans ce chronogramme pour que toutes les actions qui doivent être menées pour permettre d'aboutir à un scrutin normal et régulier soient effectivement menées. Mais ils ne veulent pas. Alpha a dit qu'il lui faut nécessairement les élections avant fin d'année. Pourquoi cette précipitation? Alors que ces élections auraient dû avoir lieu au début de l'année. Pourquoi il n'a pas mis les ressources jusqu'à présent à la disposition de la CENI? Pourquoi il attend mi-août, il met les ressources et dit il me faut des élections d'ici? Mais avant, la CENI a fait le travail. Elle avait élaboré un chronogramme non daté pour dire 235 le jour, on aura les ressources, on aura besoin de 235 jours pour effectuer toutes les opérations nécessaires à l'organisation du scrutin. Mais aujourd'hui, on sait que la CENI n'est pas indépendante. Nous parlerons de la CENI tout à l'heure, mesdames et messieurs. Le chef de file de l'opposition guinéenne, président de l'UFDG, pour parler de ces manifestations programmées pour lundi. Comme vous le savez bien, il y a de l'électricité dans l'air et c'est un rapport de force qui s'annonce. Et comment ça va aboutir, on ne sait jamais. Et ce qui est sûr, les raisons valables de ces manifestations, vous venez de l'écouter. On va observer une petite pause. Derrière, on se retrouve pour parler de processus électoral, mais aussi de gouvernance tout simplement. Monsieur Selou Dalein Diallo va donner son avis sur une question majeure, notamment les travaux publics en ce qui concerne les routes. Ici à Conakry, à l'intérieur du pays, est-ce qu'il pense qu'il y a eu des travaux de qualité ou non, tout simplement après 9 années de gouvernance? Tout de suite, après quelques secondes de pause. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a comme invité M. Selou Dalein Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Comme vous l'avez compris, le sujet principal, c'est bien cette annonce de manifestation globale, généralisée, faite par le FNDC, et ce qui fait qu'il y a une sorte de psychose dans la cité depuis lors. Quelles sont les véritables raisons qui les ont menés à déclarer cette manifestation? Vous l'avez compris. On revient là-dessus quelques secondes, Monsieur le Président. Du côté de la mouvance, on pense que c'est de mauvaise foi que vous attendiez, par exemple, qu'il y ait la rentrée scolaire pour enclencher un mot d'ordre, pour d'abord perturber l'année scolaire, mais profiter pour entraîner avec vous dans la rue des élèves
pour aggraver davantage la situation. Est-ce que c'est un calcul bien fait? Vous attendiez cette période pour lancer le mot d'ordre? Ou est-ce que vous avez pensé tout simplement que le moment était venu et qu'il ne fallait pas prendre un jour de plus après le 14 octobre? Décidément, nous étions surpris que le président de la République déclara à New York que voilà, il faut s'attendre à un référendum. Nous avions pendant que Kassouri était voilà, passion par respect pour son Premier ministre et des instructions qu'il lui a données, il allait attendre que le rapport lui soit donné, parce que je pense qu'il peut obtenir les conclusions qu'il souhaite de la part de son Premier ministre, qui s'est déjà déclaré en faveur de la nouvelle Constitution, même s'il n'avait pas vu un mot. Bon, malheureusement, nous étions surpris. Donc, à partir de là, on a essayé de réfléchir. Et en même temps, on a vu le processus électoral évoluer. Et on a fait donc l'analyse que nous allons, comme ça, nous engageons dans un processus électoral qui n'est qu'une mascarade. Et pourquoi? On a essayé de tirer les conclusions et surtout de voir quels sont les motifs. Évidemment, des analyses qu'on a réalisées, pourquoi elle n'a pas installé les quartiers, pourquoi elle n'a pas voulu installer les régions, pourquoi il ne veut pas respecter les délais légaux dans l'organisation des élections, et pourquoi, et avec la déclaration de New York, on a vu, écoutez, il ne faut pas qu'on attende au-delà du 14, parce que sinon, ça ne peut pas, parce qu'on veut l'empêcher. Donc l'année scolaire n'a rien à voir avec ça? Non, absolument. Nous sommes aussi soucieux de l'avenir de nos enfants, plus soucieux que ce gouvernement qui ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, regardez les ressources consacrées à l'éducation, et regardez, lorsqu'on a présenté la loi des finances rectificatives, les dépenses. On a dépensé 99% au 30 juin du budget de fonctionnement. Le budget d'investissement, 11,9% seulement. Regardez l'état de nos infrastructures. On en reviendra tout à l'heure, parce que je suis bien placé pour en parler en tant qu'ancien ministre des Travaux publics. Mais on avait donc des éléments, les conditions étaient réunies pour nous dire que c'est le moment de nous lever. Il ne faut pas qu'on se retrouve face d'un fait. Vous reconnaissez tout de même que ça pourrait perturber ce début d'année scolaire pour les élèves, si ça commence lundi? Bien sûr, dans la mesure où le gouvernement ne veut pas autoriser les marches, il a suspendu un droit constitutionnel. Je disais que si la Cour de justice la Haute Cour de justice était là, on aurait déféré Ibrahima Condé devant la Haute Cour de justice. Oui, mais son acte viole la Constitution. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre de toute manifestation depuis plus d'un an. C'est un droit constitutionnel. On n'était pas dans une situation exceptionnelle. Et s'il y avait une situation exceptionnelle, ce n'était pas à lui, à la limite, de le faire. Bien. Ce mot d'ordre de manifestation est tellement pris au sérieux. Je parlais de psychose tout à l'heure. Certains se disent on va faire les provisions, ainsi de suite. En même temps, il apparaît sur la toile des écrits qui disent que vous, notamment ici Touré, semblez menacés par des gens qui seraient recrutés. Est-ce que vous avez eu vent de tout ça? Est-ce que vous prenez ça, la menace, au sérieux? Ou est-ce que vous pensez que c'est tout? On n'est pas à ce stade? Non, nous prenons ça au sérieux, mais nous avons les risques de notre métier. De défendre dans un pays tordu où la gouvernance laisse à se désirer. Lorsque vous voulez défendre le droit et la sécurité dans une république bananière, vous prenez des risques. Nous avons décidé en toute responsabilité de les prendre. On sait que ce n'est pas simplement des rumeurs. On se demande comment nous éliminer. C'est évident, ça ne date pas de maintenant. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer à l'acte? Ça, c'est leur problème. Mais nous avons décidé d'assumer nos responsabilités avec le courage que ça requiert. Et c'est pour la Guinée qu'on se bat. On ne va pas reculer parce qu'il y a ces menaces, il y a ces intimidations, les menaces d'arrestation, menaces d'assassinat, et tout cela, on le sait, mais on ne peut pas reculer à cause de ça. Nous avons décidé de travailler, d'agir pour la Guinée, pour que notre pays soit un pays démocratique, un pays uni et rassemblé autour des valeurs essentielles de justice, de démocratie, d'état de droit. Et ce combat, nous sommes prêts à le mener contre vents et marées. Alors, l'autre chose, c'est que vous avez décidé donc d'anticiper sur l'agenda caché d'Alpha Condé qui veut qu'on aille à ces élections au but de se maintenir au pouvoir. Et on a l'impression que vous prenez les mesures extrêmes, mais qui restent en quelque sorte incomplètes. C'est-à-dire que vous avez, en tant qu'opposant, au-delà de l'UFDG, d'autres aussi de l'opposition, les députés à l'Assemblée. Pourquoi ne pas les retirer tout de suite de cette institution
ceux qui sont peut-être dans les démembrements de la CENI, les retirer de tout le processus, bouder carrément ce processus que vous décriez et qui va aboutir sur de l'illégalité en maintenant Alpha Condé au pouvoir. Et donc certains y voient une démarche et son contraire, une chose et son contraire à la fois. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas l'Assemblée nationale n'est pas une propriété d'Alpha Condé. L'Assemblée nationale, c'est une institution. Du moment où le mandat est périmé. Ça, c'est une autre question. Nous sommes battus, le peuple nous a investi de sa confiance. On peut prendre la décision à laquelle changer. Elle est en train d'être réfléchie. Pour le moment, elle n'est pas prise. Mais il ne faut pas dire parce que l'institution républicaine c'est une propriété d'Alpha qu'on ne doit pas être là. C'est le peuple qui nous a mis là. On peut prendre la décision. Effectivement, on l'a fait dans le passé. On a suspendu notre participation à l'Assemblée pour exiger que les élections locales soient organisées. On a tout fait, on a manifesté et tout. Mais Alpha Condé a toujours refusé à l'époque. En 2014, on a suspendu notre participation à l'Assemblée. On peut le faire à cette occasion. Peut-être qu'on pourrait le faire, mais nous sommes en train de nous concerter là-dessus pour que ce soit toute l'opposition qui boude si on doit le faire. Et on va essayer d'évaluer la pertinence et l'utilité d'une telle décision. On est là-dessus. Bien. Maintenant, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter, je veux dire, peut-être le lundi, comment vous allez sortir, on apprend qu'on va vous... comment on appelle ça déjà, la stratégie de Bafoué, on va vous isoler à la maison, c'est ce qui se dit en ce moment. Alors en ce moment, vous ne pourrez pas sortir. Est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que vous comptez sortir pour aller dans un espace public, crier tout ce que vous avez sur le cœur là maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne vais pas décliner ici mon programme, d'autant plus que vous savez, mais ce qui est sûr, c'est que naturellement, je m'assumerai. J'assumerai ces responsabilités. On m'a souvent... évidemment cloisonné, enfin comment confiné à la maison. C'est pas la première fois le mot tous les deux nous a échappé, mais bon, ça fait partie de la violation de nos droits. Et bien. On peut voir on verra donc si vous aurez la possibilité de sortir. Et à la fin, vous nous direz qu'est-ce qu'il faut pour éviter ce rapport de force, tout simplement à la fin. Maintenant, parlons d'élections. Entre-temps, vous l'avez dit, le président de la République a dit au Premier ministre de mettre les moyens à disposition de la CENI pour aller vers les élections législatives en cette année 2019. Et tout d'un coup, vous avez dit non, on ne veut pas de ces élections parce que le chronogramme ne tient pas. Alors que dans un premier temps, vous vouliez bien qu'on aille aux élections, et malgré que la CENI vous rassure, en tout cas par la voix de son président. Qu'est-ce que vous avez contre ce chronogramme dès lors que le président de la CENI pense qu'ils peuvent tenir si, par exemple, pour les recensements en temps normal, on a besoin d'une machine pour recenser dans une localité donnée. Pour l'urgence, qu'on y mette 3 machines pour le recensement, ça veut dire que le travail sera bien fait. Qu'est-ce que vous reprochez en réalité à ce chronogramme? Non, d'abord, je crois qu'en toute indépendance, la CENI avait, comme je vous l'ai dit, élaboré un chronogramme non daté. Listant toutes les actions à mener qui conduiraient... Qui doivent dérouler sur 235 jours. Et même lorsque Alpha a dit d'élaborer au chronogramme, ils se retrouvaient à la CENI, ils ont dit c'est 22 mars, en appliquant, en mettant les trucs. Mais Alpha a dit non, que lui il veut les élections d'ici la fin de l'année. Alors, on ne peut pas mener toutes les actions, il y a des délais opérationnels incompressibles. Et ils ont fabriqué un faux chronogramme. Ils ont dit par exemple que les kits devaient quitter la CENI pour l'intérieur du pays le 18 décembre. Le 18 septembre, pardon. Jusqu'à aujourd'hui, certains kits sont dans les cartons. Qui sont pas encore paramétrés. Il faut les monter, les paramétrer, les tester et puis introduire le logiciel. Ce travail est en train de se faire, le montage est en cours. Or, dans le chronogramme élaboré par Québec pour satisfaire Alpha, le 18, tout était terminé, les kits partaient. Et nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre, alors que le 18 septembre, ces kits étaient censés être dans les trucs. Les kits ne devaient pas arriver avant les fiches qu'ils ont élaborées. Des fiches inutiles. Parce que la machine fait tout. On dit il faut reconnaître que tu existes. On sort ta fiche d'enregistrement, on te la donne, tu dois confirmer. Alors que si tu venais vers le kit, tu te fais enregistrer, évidemment il y a le logiciel, on te reconnaît. Tu existes là-bas, tu es bien enregistré ou tu es mal enregistré. Ici les données alphanumériques sont mal... tout cela aussi procède d'un souci. C'est celui d'éviter de faire revenir tous les électeurs. Parce qu'il est important de rappeler les conclusions du rapport d'audit. 3 100 000 électeurs n'ont pas été dédoublonnés. C'est-à-dire on ne sait pas s'ils existent
2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois dans le fichier. Ça, c'est le rapport d'audit. Il y a 1 652 000 qui n'ont pas d'empreinte digitale. Lorsque vous ajoutez ça aux autres, vous avez 70% du fichier qui n'est pas corrompu. Les experts suggèrent, recommandent que tous reviennent une fois pour s'enregistrer. Si vous êtes 2 fois, on élimine les 2 ou 3, c'est-à-dire les doublons ou les doubles. Et que ceux qui sont mal enregistrés s'enregistrent régulièrement pour qu'on ait un fichier biométrique digne de son nom. Mais l'option de la fiche, selon vous, ça ne sert à rien. C'est pour éviter demain d'appliquer cette recommandation en disant non, la personne existe, elle a signé la fiche, elle a amené, alors que son cousin peut signer ça, ou son père signer, même s'il n'existe pas, ou même s'il existe 3 fois, pour ne pas les sortir du fichier. On a 6 400 000 électeurs. Notre corps électoral est passé de 39% de la population en 2015, en 2010, à 54% en 2015. Alors que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils sont à 30, 32, 33% de la population qui vote. Nous avons après les mêmes réalités sociologiques et tout. Donc, ça aussi c'est suspect. Voilà. Parce que la recommandation n'a été claire. Tout le monde vient, on vérifie, puisque si on met aujourd'hui avec la science, on a les éléments qui permettent d'identifier les doublons. C'est très facile, et d'éliminer les doublons. Mais ils ne veulent pas passer à cette étape. Ils n'ont pas pris la décision qu'ils ne le font pas, mais ils prennent la précaution de mettre un dispositif à côté pour que le moment venu, ils puissent essayer de faire l'économie de cette passe. Surtout que la date doit être respectée. Donc, toutes ces suspicions, pourquoi ? Parce que nous ont amenés à nous interroger et dire bon, il y a quelque chose qui se prépare, c'est un hold-up électoral. Alors, si je vous demande, est-ce que peut-être pour la CENI, ce n'était pas une sorte de stratagème, du moment où en temps normal, elle demande toujours qu'on lui mette à disposition les moyens pour qu'elle tienne les élections, le président ne le fait pas, et qu'à un moment donné, elle dise au président oui, on peut bien le faire, et qu'on lui mette les moyens à disposition, peut-être que si la CENI se rend compte que pratiquement sur le terrain, on ne peut pas tenir, comme vous l'avez dit par exemple, pour les machines qui doivent être à l'intérieur, le 18 sont encore là. Si la CENI se rend à l'évidence que déjà après le 18, les machines ne sont pas à l'intérieur, même pour son chronogramme d'urgence qu'elle ne peut pas tenir, est-ce qu'elle ne sera pas obligée en ce moment de dire au président, malheureusement on ne peut pas tenir ce délai? Mais elle le fera. Elle sera obligée de le faire. Elle sera obligée de le faire. Elle peut bâcler des opérations sans les achever. Sans, par exemple, achever l'enrôlement. Il faut enrôler tout le monde doit passer. Ensuite, il faut procéder au dédoublonnage. Ensuite, il faut afficher les listes. Ensuite, apprendre les corrections. S'il y a des revendications, les corriger. Afficher les listes définitives. Tout ça demande du temps. Ici, dans le chronogramme, les citoyens seront privés du droit de se faire réenrôler s'ils l'ont mal été, ils n'ont pas été bien enrôlés. Parce que lorsque vous affichez, vous venez constater qu'il y a une anomalie dans votre nom, dans votre nom et tout. Vous voulez corriger. Ou alors que vous n'êtes pas enrôlé du tout. Vous avez des longues listes. Et pour que chacun vienne lire, essayer de retrouver son nom dans un monde où quand même le taux d'analphabétisme est très élevé, ce n'est pas toujours évident. Il faut le temps de chercher un enfant, aller prendre un élève, viens et m'aider à retrouver mon nom pour que je sache si je suis là et tout ça. Ils ont limité ça à 5 jours, alors que la loi dit 15 jours. Mais ils n'ont pas, la CENI n'est pas autorisée à violer la loi. S'il y a à la limite il y a un consensus au niveau des acteurs politiques, on peut trouver un moyen de faire une dérogation de la loi et faire appel à la Cour suprême pour que cette dérogation, à l'issue d'un accord politique par exemple, on fasse dérogation à la loi. Ce n'est pas le cas ici. Il y a des délais vraiment incompressibles qui n'ont pas été respectés. Et donc vous ne comptez pas du tout aller à cette élection si elle doit avoir lieu? Non, on ne veut pas boycotter. On veut obliger la CENI et le gouvernement à respecter les normes, les conditions d'une élection. Donc à aller jusqu'en mars 2020. Ça fait partie des motifs de notre manifestation le lundi. Voilà. Donc cela aussi est un des motifs de ces manifestations. Et donc, en ce qui concerne le déroulement des activités, la CENI a envoyé des missions à l'intérieur du pays. D'abord au site central, il y avait des commissaires qui viennent de l'opposition, bien sûr, qui sont allés voir comment se porte le site central, parce qu'il y a un doute sur la transparence de ce qui se fait au site central. On a l'impression qu'ils ont été rassurés. Et puis à l'intérieur du pays, jusque dans les villages, ils ont envoyé des munitions pour installer les KR.
Est-ce que vous suivez le processus, même si vous voulez le bouder tout de même pour savoir qu'est-ce qui est en train de se faire? Ou est-ce que vous n'avez pas du tout de visibilité sur ce qui est en train de se faire actuellement à l'intérieur du pays? Non, nous avons des représentants dans tous les démembrements, dans les cadres. On relève et on remonte toutes les anomalies qui sont en train d'opérer. Parce qu'on ne va pas agir sur un coup de tête, mais on va accumuler les faiblesses et les irrégularités qui sont en train d'entacher le processus, et pour que le moment venu, on prenne la décision. Mais déjà à partir du chronogramme, à partir des hésitations qu'ils ont d'appliquer les recommandations de l'audit, on veut les obliger à respecter, à prendre des engagements, à donner des gages, de faire respecter les délais légaux et surtout les recommandations pertinentes de la mission d'audit du fichier électoral. On va aborder donc cet autre chapitre, la gouvernance. Je l'ai dit tout à l'heure, M. Cellou Dalein Diallo, c'est également un ancien Premier ministre, mais aussi un ancien ministre des Travaux publics, donc un habitué de la chose publique, de la gouvernance publique. Et le sujet qui m'intéresse plus, c'est les travaux publics, les routes. Après 9 ans, quel regard vous avez sur ce que la gouvernance Alpha Condé a posé, peut laisser comparativement au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et ainsi de suite? Je n'ai même pas besoin de comparer au Sénégal à la Côte d'Ivoire. Les marchés qui ont été octroyés dans le cadre de la réhabilitation du réseau, il y en a eu très peu, mais ces marchés, c'était des marchés de gré à gré, où il y a eu des surfacturations éhontées et qui ont permis de financer le KOUKAO. En 2015? Oui, en 2015, on donne des marchés, on dit bon, on multiplie par 3 les prix, je sais de quoi je parle, et on dit bon, toi tu as ce marché, mais le surplus tu finances les KOUKAO, la campagne électorale. Le président n'a pas d'argent à l'époque, aujourd'hui je pense qu'il en a suffisamment, il en a même peut-être trop, mais tous les marchés qui ont été octroyés, c'était dans le cadre du financement du KOUKAO de 2015. Que ce soit la route Symphonie à Kabelin, le prix, je peux donner un exemple. Moi j'ai réalisé la route Anco 5 Symphonia à $1 million le kilomètre. Autoroute, assainissement et tout. De l'autre, c'était 6 millions d'euros le kilomètre de Symphonie à Kabelin. Vous avez suivi l'affaire de la route Kankan-Sidougou, où il y avait 1,5 million. Avec Eboumaf. Voilà, avec des surfacturations extrêmement élevées. Même si et puis ce n'est jamais réalisé aussi. Les délais ne sont jamais respectés, les budgets ne sont pas respectés parce qu'ils font souvent aussi des avenants, parce que l'État n'a pas payé à bonne date des factures, ils calculent des pénalités, ils viennent avec la complicité de tout le monde, on prend en compte ces pénalités et puis on paye. Alors, la qualité. Regardez aujourd'hui l'état des routes. La route Kindia-Conakry. Une honte. On ne peut pas attendre qu'elle se dégrade. Il y a un minimum d'entretien qu'on peut faire pour rendre praticable la route. Même lorsqu'il y a un contrat là-dessus, on peut inclure dans le contrat de rendre la route praticable par l'entreprise qui est chargée de la reconstruire. C'est-à-dire que le minimum d'entretien est réalisé. Parce que vous voyez des cavités, des trous sur la route ici, c'est pas possible. Et, bon, depuis 9 ans, ils sont là. Ils ont hérité un programme de moi-même, lorsque j'étais ministre, c'était un programme sectoriel de transport, où on avait défini le réseau de base, le réseau structurant de TP. Je vous donne, il y avait Yomou-Kankan, 482 km, qu'on devait réaliser en passant par Bela et Kerouani. Vous comprenez? Il y avait Télémélé-Gawal, parce qu'on a déjà 270 km. Vous aviez l'abbé Sigiri, en passant par Tougué et Dingirai, ça c'est 402 km. On aurait dû Koundara Sigiri. Et ça, vous avez le réseau restaurant. Il reste les choses. Mais on avait déjà lancé le projet Kankan-Odjene, via Mandiana, avec la construction du pont sur le Sankarani. J'étais prêt à organiser une réunion des bailleurs de fonds sur le secteur routier pour valider ce programme sectoriel de transport et obtenir son financement dans le temps. On avait besoin peut-être de 5 ans, compte tenu de la capacité d'absorption du pays à l'époque. Si vous faites ces axes structurants, il reste des petits morceaux. L'objectif, c'était de désenclaver toutes les préfectures par une route revêtue. Si vous avez fait cela, puisqu'on avait déjà l'abbé Madina Gounas qui a été réalisé, on a le projet l'abbé Kidougou par Mali, ça c'est 240 km dont 200 en Guinée. Vous avez Boké-Kebo dans 120 km dont 80. Vous aviez Lola Danané qui était aussi dans le projet. Lola Danané c'est 120 km. Et tout cela dans le cadre d'une gestion organisée
des investissements, c'était possible. Mais dans la gestion brouillonne d'Alpha Condé ne permet pas d'avoir un programme. On n'a pas capitalisé. De façon comme ça, instantanée, ouais, il faut faire cette route, il faut faire cette route. Il faut de la planification. Il faut fixer les priorités en tenant compte des capacités d'absorption du pays, et celles-ci ont fortement augmenté. C'est pas l'actif de Alpha, la capacité d'absorption, dès lors que les ressources ont augmenté, l'exportation de bauxite est passée de 15 millions de tonnes à 60 millions de tonnes, les capacités du gouvernement à s'endetter ont fortement aussi augmenté, parce que la solvabilité d'un État dépend de sa capacité aussi à engranger des ressources pour faire face à la dette extérieure. Mais tout cela demande une planification, une organisation, une répartition judicieuse de ressources. Vous avez les infrastructures, vous avez l'éducation, vous avez l'agriculture, vous avez la santé. Il y a des normes, pas des normes, des recommandations, des standards. Donc ce programme que vous avez laissé n'a pas été capitalisé par le régime? Non, il y a des dossiers qui sont prêts. Par exemple, si vous prenez Bokeh Kebo, même le dossier d'appel d'offres est frais, c'est l'ABAD qui était leader. Donc ils ont trouvé ça sur place? Oui, sur place. L'abbé Mali Kidougou, le dossier est prêt, même le dossier d'appel d'offres était prêt. Il fallait le faire, il fallait les choses. L'abbé Tougué Dingira et Sigiri, l'étude a été financée, j'avais obtenu le financement de l'étude par la BADEA, l'étude est disponible, l'étude de préfaisabilité, il fallait l'étude technique d'exécution qui n'a pas été faite. Donc aujourd'hui tout le réseau, les cadres qui vont à Kouroussa et à Kankan, ils prennent l'avion ici pour aller à Kankan, à Bamako. Mais c'est parce que la route Kankan-Bamako a été faite. Vous avez alors que j'étais ministre de TP, on a pu faire Kouroussa-Kouroumale, 300 km avec les 3 ouvrages de franchissement les plus jusqu'à présent qui tiennent. Lorsque j'entends les candidats à la succession ou Alpha Condé que moi j'ai mis le pays à terre, lorsque je sais que ces infrastructures ont été réalisées tout le temps, et qu'elles tiennent encore, grâce aussi à ma crédibilité personnelle auprès des institutions, on a pu faire la route Kouroussa-Kankan-Kouroumale, avec une économie de 18 millions de dollars sur l'enveloppe qu'on a obtenue, qu'on n'a pas utilisée, parce que je n'ai pas voulu les avenants. Tous les appels d'offres ont été dépouillés dans le plus grand professionnalisme avec l'honnêteté. On a fait le pont sur la Fatara, la route du Breka, Bofa, on l'a réhabilité, l'autoroute, on l'a faite. Moi, j'ai laissé des traces qu'on ne peut pas dire que j'ai mis le pays à terre. Parce que dans les infrastructures, c'est que j'ai laissé. Bana Sidibé qui m'a succédé, il m'a rendu hommage dans le discours. Et pour ce que j'ai réussi à faire pendant que j'ai été ministre de TP. Aujourd'hui, si on va à Bamako, on peut arriver facilement à Kankan et Kouroussa parce qu'il y a la route et les ouvrages. Le pont sur le Niger à Djelibakoro, le pont sur le Niger à Irikiri à Kouroussa, le pont sur le Tenkiso à l'entrée de Sigiri. Tout ça, le pont sur la Fatala aujourd'hui. Cette autoroute. C'est pour cela qu'un de vos députés a dit que les bonnes routes en Haute-Guinée, c'est en fait... oui, j'ai travaillé au désenclavement, j'ai travaillé et puis j'ai laissé un schéma de développement des infrastructures routières. Mais bon, on ne regarde pas ça, on veut dire c'est la campagne, il faut faire ceci, on a donné des contrats pour financer les campagnes, les routes n'ont pas été faites. Sinon, on a donné Kankan Mandiana, c'est pas encore fait. On a donné Kissidougou Kankan, c'est pas fait. Et jusqu'à présent, on est en train... Et justement, vous n'avez plus fait de sortie là-dessus, le cas Ebouma, parce qu'on a dit qu'ils ont pris tout un paquet d'argent et Kissidougou Kankan n'est pas encore fait. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas été... Alpha Condé même, vous aurez demandé de donner des informations si vous en aviez quand il vous a reçu à Sékou Touria sur ces travaux comme ça qui n'ont pas été... Non, il ne m'a pas posé cette question. Je ne connais pas le détail. Ce que je sais que le contrat a coûté ça. Je sais que le nombre de kilomètres qu'il fallait réhabiliter, c'était ça. Par contre, lorsqu'il a donné un marché, j'ai eu la discussion avec Ousmane Gawal, parce que j'ai critiqué le marché Bokeh Gawal. C'était aussi de façon sans étude préalable, comme ça. On dit, on donne. Je dis, ça ne sera pas fait. Il dit, non, mais vous ne devez pas critiquer parce que c'est normal. Je dis, mais ça ne sera pas fait. Bokeh Gawal, est-ce qu'on a là? Jusqu'à présent. Oui, mais Alpha a dit qu'il a donné le marché à une société. Comme ça, de façon forfaitaire, sans étude préalable, sans appel d'offres, sans même maîtriser le coût du projet. Et la preuve, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Aujourd'hui, si vous empruntez la route Bokeh Gawal, si vous empruntez la route Yomou-Zérékoré, mais vous avez honte. Jamais le réseau n'a été laissé pour compte comme ça. Parce que nous, lorsqu'on était là, quand même, il y avait un entretien régulier du réseau. Même si le réseau non bitumé. Donc en 9 ans, et je veux dire, au vu de votre expérience dans ce domaine-là, en 9 ans, vous pensez que le réseau routier aurait dû être autre que ce qu'il est aujourd'hui?
Bien entendu, d'abord en termes d'entretien, on aurait suscité aujourd'hui quel est le tronçon qui marche. Il y a des tronçons qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas, dont on n'a pas programmé le bitumage. Mais on l'entretient. Les routes en terre s'entretiennent. Tu ne peux pas. Vous faites aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de Yomu Zerekore. Je peux parler de l'abbé Tougué, de l'abbé Mali, de l'abbé Lelouma. Je suis souvent dans la région pour des affaires sociales. Mais je connais aussi ce qui se passe si vous prenez la route aujourd'hui Kankan-Kerouané. Comment ça se passe? Bien. Il n'y a pas d'effort dans l'entretien, il n'y a rien eu pour l'investissement jusqu'à maintenant, sauf des marchés qui ont été octroyés pour financer le Koukao en 2015. Voilà, et en 30 secondes ou une minute tout au plus pour terminer, je vous pose deux questions. La première, c'est au-delà de nos frontières et c'est récent. C'est cette conférence des anciens chefs d'État qui s'est tenue à Niamey sur la constitutionnalité, la limitation du mandat, l'alternance démocratique. Et c'est Issoufou qui a abrité, en tout cas son pays qui a abrité cette conférence. On pense que c'est un signal qu'on envoie à tous les chefs d'État africains, mais plus précisément que le président Alpha Condé devrait tenir compte de ce sujet. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et pour terminer, selon vous, qu'est-ce qui peut éviter ce rapport de force qui est annoncé pour le lundi, si il doit y avoir des démarches à faire? Ces deux questions. Bon, d'abord, il faut féliciter le président Youssoufou pour avoir pris la décision de ne pas modifier la Constitution, malgré la pression de ses partisans. Et je suis très satisfait vraiment de l'évolution des choses dans l'espace CEDEAO, parce que la région est un peu en avance sur le respect et l'introduction de la limitation des mandats. Il faut féliciter le président Aziz, qui a aussi renoncé de la Mauritanie, qui a aussi renoncé à la modification de sa constitution. Et le président Alpha Condé était présent à l'investiture. Oui, et là aussi, il y a un discours qui ressemblait étrangement à celui de Khalifa Sall. Oui, qui malheureusement, le pauvre, pour avoir pris cette position de déconseiller M. Alpha Condé d'écouter les sirènes révisionnistes, naturellement a été renvoyé dans des conditions scandaleuses de la Cour constitutionnelle. Et donc il faut les féliciter, et puis les résolutions qui en sont sorties vraiment sont à l'honneur du président Youssoufou, de la CEDEAO, et le NDI qui a organisé cette rencontre mérite aussi d'être félicité. Il faut que l'Afrique avance. Vous pensez que le président Alpha Condé devrait tirer des leçons de ça, malgré qu'il n'était pas présent? Non, M. Alpha Condé, vous savez, il n'écoute pas. Il n'écoute que lorsqu'il est au mur. Il s'est brouillé avec beaucoup d'amis qui n'étaient pas d'accord avec lui, compte tenu de ce qu'ils ont fait ensemble pour la démocratie, pour les droits humains en Afrique. Mais pour l'instant, il n'a pas fléchi. Il veut, il n'a pas voulu tenir compte de la position prise par de nombreux amis. On espère que cette rencontre des anciens par les Américains, par les Français, par l'Union européenne, même s'ils n'ont pas pris de position publique, il semble que par voie diplomatique, ils ont exprimé leur réserve et leur opposition à cette modification de la Constitution ou à ce changement de Constitution. Et ça, c'était un grand rendez-vous d'ailleurs très innovant, parce que d'habitude ce sont les Européens, les grandes démocraties qui essaient de rappeler les Africains à ces genres de pratiques d'élégance démocratique. Cette fois-ci, c'est des chefs d'État africains qui l'ont fait. On espère que les uns et les autres tireront les leçons. Monsieur le Président, devant la caméra, l'appel que vous avez à lancer, ce qu'il faut peut-être pour éviter ce rapport de force, ou sinon, si c'est inévitable, comment est-ce que... Oui, je vais lancer un appel aux forces de défense et de sécurité qui sont nos compatriotes. Je voudrais leur demander de ménager leurs frères guinéens. Je voudrais leur demander de faire preuve de capacité de discernement. Quelle est la source du conflit entre le FNDC, entre l'opposition et le pouvoir? Qui viole le droit de l'autre? Quelle est la source du malentendu? Nous voulons que notre pays vive dans la paix. Mais la paix ne s'obtient pas par l'exhortation ou en rappelant les vertus et les avantages de la paix. La paix s'obtient par la justice et par le respect de l'autre et de ses droits. Il faut que ce gouvernement que nous avons respecte le droit des autres citoyens. Il faut qu'il respecte les lois dont le pays s'est doté et pour le respect desquelles d'ailleurs le président de la République a prêté serment. Toutes les sources de conflits, tous les conflits que nous avons avec le pouvoir, c'est la violation de la loi et la violation de nos droits.
Il faut que vous fassiez capacité, mes chers compatriotes, de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Faites le discernement entre la vérité et le mensonge, entre le droit et la violation du droit. Ne devez pas obéir aveuglément aux ordres illégaux et inhumains que ce pouvoir ne manquera pas de vous donner. Peuple de Guinée, mobilisons-nous pour sauver notre jeune démocratie. Elle est menacée. Il y a M. Alpha Condé et son clan qui profitent aujourd'hui du pouvoir et des ressources de notre pays, alors que notre peuple croupit dans la misère. Beaucoup de ménages n'arrivent pas à assurer 2 repas par jour. Nos infrastructures routières sont dans un état délabré. Circuler aujourd'hui en Guinée sur nos routes est un calvaire. Mobilisons-nous pour dire non, halte à cette mascarade, halte à l'enrichissement effréné du clan présidentiel. Mettons en place une démocratie apaisée. Mettons en place des politiques capables de réconcilier les Guinéens, de garantir l'égalité de chances dans notre pays. Mettons en place des politiques susceptibles de nous doter d'un système éducatif performant. Et pour que nos jeunes bénéficient d'un enseignement de qualité, pour qu'ils soient compétitifs à l'intérieur du pays, sur le marché de l'emploi, comme à l'extérieur. Nous avons besoin de ça. C'est ça le débat. Le débat ne devrait pas être est-ce qu'il faut une nouvelle constitution ou pas. Le débat, c'est comment améliorer notre système éducatif, comment moderniser nos infrastructures routières, comment réconcilier davantage les Guinéens pour se considérer les uns et les autres comme des frères, liés par le destin. Parce que la Guinée doit être une. Les défis, c'est les défis du sous-développement. Mobilisons-nous pour exiger une meilleure gouvernance. Mobilisons-nous pour exiger le respect de notre constitution. Mobilisons-nous pour exiger de bonnes politiques pour mettre fin à la corruption et l'enrichissement illicite, alors que la population, dans sa grande majorité, vit dans la misère la plus insoutenable. Voilà. Alors, est-ce que la sagesse qui requiert donc la fonction de président de la République interpellera le président Alpha Condé pour que justement il fasse quelque chose à sorte qu'on évite ce qui est craint pour ce lundi? On verra bien. On a encore 3-4 jours si on ne se trompe. En tout cas, merci Monsieur le Président de nous avoir reçus ici. Merci beaucoup. Merci Très bientôt. beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Merci. Merci, je suis désolé. Je tâcherai d'être plus prompt à répondre à vos invitations. D'accord, merci beaucoup. Merci. À vous, merci de votre fidélité. À très bientôt pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.